Bienvenue à la conférence de ce soir sur l'agressivité chez le chien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Oui? Bon. oui, c'est bon. Donc en fait, pour ce soir, on va aborder, plusieurs points. Donc le premier point, ce sera, 2 notions importantes que sont l'agressivité et l'agression. On verra également les signes de l'agressivité, les différents rôles de l'agressivité. Certaines situations agressives normales, mais on verra également certaines situations agressives pathologiques. On verra qu'à chaque situation, il y a une solution. On parlera également du passage à l'acte qui est l'agression et on verra quelques pistes de solutions. Donc, deux notions importantes, comme je le disais juste avant. Donc, l'agressivité et l'agression. Donc, d'un côté, vous avez l'agressivité sur votre droite. Donc, il faut savoir que l'agressivité existe chez tous les êtres vivants, que ce soit l'humain, que ce soit le chien, que ce soit le lapin. Voilà, c'est quelque chose qui existe chez tous les êtres vivants. Elle fait suite elle peut faire suite à une frustration. Elle fait également partie des instincts. Donc, j'ai fait un petit rappel en bas de ce que c'est qu'un instinct. Par exemple, j'ai mis en exemple le loup, il a l'instinct de prédation, donc il va chasser. Par contre, le lapin, qui est une proie, lui ne va pas chasser, il va fuir. Voilà, ça fait partie des instincts. C'était quelques petits exemples. L'agressivité permet surtout la survie de l'individu. Et elle peut anticiper une agression, mais ça n'est pas systématique. Ça, c'était pour l'agressivité. Pour l'agression, on va voir également qu'elle existe chez tous les êtres humains, chez tous les êtres vivants. C'est un passage à l'acte. C'est un acte physique, donc ça peut aller jusqu'à la morsure ou une menace. L'agression n'est pas forcément synonyme de violence, puisque dans la menace, il n'y a pas de morsure. Alors, un petit rappel chez le chien. Donc, le chien est un animal de meute. Donc, c'est un animal social qui possède des codes de communication et il n'existe pas de chien méchant. Le chien est un prédateur. Le chien est un prédateur. Ah, je m'entends en écho, en fait. Et c'est un être qui a et qui ressent des émotions. Donc, en fait, on peut dire que comme un enfant est une éponge au niveau des émotions, c'est pareil pour le chien. Les signes de l'agressivité. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, c'est bon, vas-y. D'accord. Donc, on va retrouver différentes postures, mimiques faciales et vocalisation. Donc, en fait, j'ai mis quelques photos en bas. Donc, vous avez en signe d'agressivité un chien qui va montrer les dents, comme la première photo. Un chien qui aboie, comme dans la deuxième photo. On voit aussi que le poil commence à s'hérisser. Et pour montrer vraiment les poils hérissés, voilà, j'ai mis une photo où là, c'est voilà, un rapport hiérarchique certainement, et on voit le poil bien hérissé chez le chien. Alors, quels sont les différents rôles de l'agressivité? L'agressivité est avant tout une limite psychologique et ou physique. On va prendre l'exemple du chien qui est sur le canapé et qui grogne quand on s'approche de lui. En fait, il ne fait que pour lui que signaler et met en garde que si on s'approche plus, en fait, il va passer à l'acte et il va aller plus loin, à savoir que ça peut aller jusqu'à la morsure. Il y a également la sélection naturelle comme rôle de l'agressivité. En fait, l'agressivité au sein d'une même espèce permet de sélectionner les meilleurs gènes. Malheureusement, l'humain a développé l'agressivité dans certaines races, chez certains individus, à des fins utiles pour lui. Donc, on va prendre par exemple l'exemple des chiens d'attaque. On va prendre également les chiens qui sont dressés au mordant, des chiens qui sont utilisés pour des missions bien particulières, la sécurité par exemple.
Et malheureusement, il existe depuis un certain temps des races qui ont été détraquées génétiquement pour développer l'agressivité. Donc, les races dont on parle le plus, c'est le pitbull et le rottweiler, ce qui maintenant, malheureusement, les classe dans des catégories. Or, en fait, si l'agressivité n'est pas développée dans l'éducation, ce sont des chiens normaux comme tous les autres chiens. C'est également au niveau du rôle de l'agressivité, c'est également un moyen de faire respecter la hiérarchie. Dans une meute, il y a un dominant qu'on appelle aussi le leader. En fait, son rôle, c'est de protéger la meute. Et en fait, il va se faire comprendre quand un individu ne lui obéit pas. Ça ne veut pas dire que le dominant est un agressif. Le dominant va se faire comprendre des autres individus de la meute. Il ne va pas blesser quelqu'un de la meute. Il peut éventuellement mordre un peu, mais c'est toujours contrôlé parce que dans la nature, euh, contrairement à, contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres situations où c'est l'humain qui éduque plus, dans la nature, en fait, la morsure est contrôlée parce que c'est la mère, pardon, excusez-moi, qui apprend à contrôler la morsure. Si vous voyez chez le loup, il y a un contrôle de la morsure parce que la mère a bien fait son travail, en fait. L'agressivité permet également de préserver son intégrité contre une intrusion, soit de la même espèce, par exemple un chien qui veut rentrer dans une cour ou dans un jardin, ou alors d'une autre espèce. On peut prendre l'exemple, par exemple, où effectivement, ça fait un peu sourire les gens, le facteur qui passe et qui veut mettre le courrier, et il y a le chien de l'autre côté qui va aboyer parce que il va défendre un peu son territoire et puis lui-même, en fait. L'agressivité est également indispensable à la survie. Au plus le potentiel agressif est important, au plus le potentiel de survie est lui-même important. Et surtout, l'agressivité fait partie de la relation, puisque c'est une façon d'être en relation. Il ne faut pas oublier que chez le chien, il y a des codes canins et l'agressivité en fait partie. Alors, pourquoi l'agressivité devient-elle dangereuse? C'est quand elle n'est pas régulée, en fait. Euh, Elle est présente surtout quand l'humain ne respecte pas les codes d'une meute et quand le chien ne trouve pas sa place au sein de la famille. On retrouve également l'agressivité chez des individus malades. Elle va être le symptôme d'une pathologie, d'une maladie, d'un trouble. Ça peut être une tumeur, ça peut être autre chose. Dans la majeure partie des cas, l'agressivité vient du fait que l'individu ne sait pas comment il doit se comporter. L'individu, donc ici, l'individu, donc je parle bien effectivement du chien. Alors, excusez-moi, je recherche un petit peu. Heureusement, le côté positif, c'est que ce sont des situations qui se règlent assez facilement, sauf parfois dans les cas de prédation. Ce que je peux rajouter, c'est qu'il faut effectivement faire très attention quand il y a des enfants. Parce qu'un chien qui n'a pas trouvé sa place dans la famille peut très vite s'en prendre aux enfants, d'où l'intérêt en fait de connaître les codes canins, de comprendre le langage et de se faire aider par un comportementaliste, parce que si effectivement vous voyez dès le départ j'allais dire des signes d'agressivité, ou si c'est déjà plus ou moins passé au cap supérieur, c'est bien de ne pas, d'enrayer rapidement le problème en faisant appel à un comportementaliste qui pourra rapidement ou un peu plus longtemps, mais en tout cas, il y a toujours une solution qui pourra régler le problème, en fait. Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner dans ce cas de figure. Alors, des exemples de situations agressives normales, qu'on appelle normales. C'est par exemple la mère qui protège ses petits, elle vient d'avoir une portée, quelqu'un s'approche. Alors, si c'est le gardien
l'humain en qui elle a confiance, il n'y aura pas de souci. Si c'est quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas, elle peut se mettre à grogner, par exemple. C'est ce que font naturellement même chez les humains. Les mères humaines, excusez-moi du terme, mais c'est pour faire la différence, où on va attaquer les enfants, bah, la mère, elle va protéger son enfant. Bah, c'est exactement la même chose chez le chien, en fait. L'agressivité normale, on la retrouve également en cas de douleur ou de maladie. Forcément, le chien n'est pas bien, donc il peut se mettre à grogner. Ça peut être par peur ou par surprise. Ça peut être aussi pour défendre son territoire et pour préserver son rang au sein de la meute. On l'a vu déjà tout à l'heure, si effectivement un individu de la meute n'obéit pas, le dominant va se faire comprendre. Alors, ce qui est positif, c'est que à chaque situation, il y a une solution. Par contre, je dis bien à chaque situation, il n'y a pas un catalogue de solutions. Chaque situation est différente. C'est vrai qu'on a beaucoup d'appels concernant l'agressivité du chien. Ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre de l'environnement, de la cause, de la fréquence. Par exemple, la fréquence à laquelle il va montrer des signes agressifs, ou s'il a déjà effectivement mordu, ça va dépendre de son histoire de vie, mais ça va aussi beaucoup dépendre des relations avec les membres de la famille. Donc, chaque situation, comme je le disais, est différente. Il y a toujours une solution, ou en tout cas, dans la majeure partie des cas, une solution. À condition de ne pas espérer trouver une solution dans un catalogue, en fait. Il n'y a pas de catalogue. Les individus sont différents, les protagonistes sont différents. Donc là, on va rentrer plus dans le passage à l'acte. Le passage à l'acte qui est l'agression. Donc c'est ce qui peut continuer ce qui peut aller crescendo. Donc on a l'agressivité et on peut après aller jusqu'à l'agression. Donc dans un premier temps, quand il y a agression, il est important de consulter un vétérinaire pour éliminer, par exemple, tous les troubles qui peuvent être pathologiques ou venant d'une maladie ou autre. Ce qu'il faut savoir, et ça on l'a déjà vu avant, c'est que le chien prévient avant d'agresser. On a vu les postures, on a vu les mimiques, c'est le poil hérissé, c'est les crocs, voilà, c'est les poils hérissés, ça je l'ai déjà dit, il peut grogner, il peut aboyer. D'où l'importance que l'humain connaisse les codes canins et qu'il se fasse aider par un comportementaliste. Je pense que c'est important et il ne faut pas. C'est important d'agir rapidement quand on est face à cette situation-là, parce que tout seul ou même au sein de la famille, on n'est plus forcément objectif, on ne connaît pas forcément les codes canins et c'est vraiment important de se faire aider pour que la situation s'enraye rapidement, en fait. Rapidement ou en tout cas le plus vite possible. Alors, dans le passage à l'acte, on va retrouver 3 phases. Donc, en fait, on a vu l'agressivité, on retrouve la menace, donc c'est toujours pareil, hein, les crocs, les poils hérissés, etc. Et la deuxième phase, c'est l'attaque. Et là, dans l'attaque, on est dans le passage à l'acte qui est la morsure. Et on a une troisième phase qui est la phase d'apaisement, donc on verra juste après le léchage. Donc, dans la menace, on a le chien qui grogne, qui montre les dents, comme on l'a dit. Dans l'attaque, l'attaque intervient si la menace n'est pas respectée, en tout cas pour le chien. Et une fois que le chien a déchargé sa pulsion, c'est-à-dire la menace et l'attaque, on a la phase d'apaisement qui arrive. Et le chien peut lécher l'individu qui est agressé. Donc ça peut être l'individu agressé, ça peut être un membre de la famille, par exemple. Alors, par contre, où il faut faire attention, il y a certaines personnes qui pensent que la phase de léchage, c'est une phase où le chien va s'excuser auprès de celui qui l'a agressé. Or, pas du tout. Pour lui, ça signifie simplement que l'agression est terminée et qu'on passe à autre chose. Voilà. Ça n'est pas des excuses de la part du chien. Ça peut, effectivement, si on prend par exemple l'agression
Ou l'agressivité chez l'humain, effectivement, on peut après entendre, bah oui, excuse-moi, je me suis pas contrôlée. Donc, chez le chien, le léchage, c'est pas une excuse, hein. C'est pas du tout ça. Alors, les agressions normales. On a vu tout à l'heure l'agression maternelle, donc la mère qui protège ses petits. On peut voir également l'agression prédatrice, qui chez le chien va être déclenchée par la faim. Le chien a faim, donc de toute façon, c'est un prédateur, donc il va en tout cas essayer de trouver une proie, entre guillemets. Donc c'est souvent assez violent. C'est une agression qui est directe et qui ne passe pas par les 3 phases précédentes. On n'aura pas la menace, on aura directement le chien qui va attraper, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un lapin qui va passer, une poule. Ensuite, on a parfois des chiens qui ont cet instinct de prédation qui est assez fort. On peut le retrouver effectivement chez certaines races. Ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. On retrouve aussi comme agression normale l'agression territoriale, qui permet en fait au dominant de protéger son territoire et sa meute. L'agression hiérarchique, si le dominant se sent, enfin, est menacé par un individu de la meute, il va agresser, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça n'est pas forcément agressif au sens où il ne va pas mettre un terme à la vie de l'autre individu. L'agression par irritation, c'est ce qu'on retrouve par exemple involontairement, le chien a reçu un coup de pied et puis il va rapidement se retourner et puis décharger sa pulsion parce qu'il aura eu mal en fait, tout simplement. Et l'agression par peur, le chien qui est acculé, qui ne peut pas s'enfuir, il peut attaquer directement sous l'effet de la peur. Alors, les agressions pathologiques. Les agressions pathologiques, elles sont bien souvent provoquées par l'humain. Donc, on va retrouver dans l'agression pathologique, on va retrouver ce qu'on appelle l'agression qui est instrumentalisée. Donc, ce sont des agressions qui sont, on va dire, dans la plupart des cas, dangereuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça implique des morsures qui sont importantes et parce que le chien ne prévient pas. Il mord directement. Il n'y a pas du tout de signes précurseurs, il n'y a pas les poils qui s'hérissent, il n'y a pas les crocs. Il attaque directement, il mord directement. Donc là, c'est vrai que ça devient un peu compliqué de gérer le chien dans cette configuration-là. L'agression redirigée, c'est une forme qui existe plus souvent lorsqu'il y a plusieurs animaux à la maison. C'est par exemple l'humain, donc le gardien. Je préfère dire le gardien qui va effectivement, par exemple, entre guillemets, disputer le dominant. Et le dominant, s'il respecte son humain, il va pas répondre à l'humain, mais par contre, il peut se mettre à mordre en fait un individu de la meute, un autre chien. Donc ça, effectivement, ça peut arriver dans une meute. Il n'y a pas non plus de signes précurseurs. Il va mordre directement et voilà, ça peut parfois aller un peu loin. Type d'agression, on va retrouver l'agression poursuite. Alors l'agression poursuite, c'est typique des chiens de berger. On retrouve en général le border collie, mais aussi le berger australien. Alors pardon, excusez-moi. Pourquoi on retrouve beaucoup d'agressions de poursuite et de morsures ou de pincements chez ce type de chien? C'est parce qu'en fait, à la base, ils ont été sélectionnés pour rassembler les troupeaux et c'est inné chez eux. Il est important quand même de bien choisir son chien. Le chien de berger comme le border collie ou le berger australien, quand on est en fait avec eux, on se promène avec eux et puis ils sont libres sans laisse. Et d'un seul coup, on peut tout à fait rencontrer un jogger, un cycliste ou un enfant en trottinette. Et puis, faut pas être étonné de voir ce type de chien pincer ou mordre le cycliste qui se met à passer ou le jogger. C'est en fait inné chez eux. Ils ne sont pas faits en fait. Alors,
j'ai peut-être mal m'exprimer en disant qu'ils ne sont pas faits pour être des chiens de compagnie. Ils sont surtout faits pour rassembler les troupeaux et on peut appeler ça, voilà, c'est leur travail en fait. Donc c'est tellement inné chez eux qu'en fait s'ils ne peuvent pas par contre effectuer cette tâche, bah voilà, ils vont décharger sur ce qui passe. D'où l'importance de bien choisir son chien, qu'il soit adulte ou chiot. Que ce soit la race, que ce soit un chien qui provienne de chez un éleveur, d'un refuge, il faut savoir en fait se faire accompagner dans le choix et dans cette responsabilité. C'est une attaque quand même dans les agressions de poursuite qui reste assez imprévisible. Alors, quelques pistes. Les quelques pistes, comme on a vu tout à l'heure, il n'existe pas de solution globale. À chaque situation, sa propre solution. Il ne faut pas espérer trouver un catalogue de solutions. Ça n'existe pas parce que chaque cas est différent, chaque situation est différente. Il est important de bien se préparer à l'arrivée d'un chien adulte ou d'un chiot dans la famille. On se prépare, un couple par exemple de parents avec déjà un enfant, on va se préparer à l'arrivée d'un autre enfant. Du nouveau-né, on va préparer l'autre enfant. Et bien c'est pareil en fait chez le chien. Chez le chien, c'est important de préparer la famille, de préparer les enfants, de voir un peu le caractère de chacun, la race qu'on pourrait accueillir en fonction du caractère de l'enfant qui est déjà là ou des enfants et des parents, enfin des humains et des gardiens. Ça peut être aussi intéressant de faire appel à un comportementaliste qui pourra vous aider dans le choix d'une race ou d'un individu et qui pourra même vous accompagner éventuellement si vous avez un comportementaliste pas loin, pourquoi pas se faire accompagner physiquement chez un éleveur par exemple. L'autre piste également, ça va être de faire respecter au chien un certain nombre de règles de fonctionnement de la meute. Alors, faire respecter un certain nombre de règles, ça ne veut pas dire frapper le chien ou l'enfermer dans le garage forcément. C'est de la bienveillance en fait. On va lui faire respecter un certain nombre de règles tout en étant bienveillant. Il ne s'agit pas d'être maltraitant. C'est important de connaître les codes canins et de les respecter. Alors, d'autres pistes. Alors, autre piste de solution, on retrouve les fleurs de bac. Pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux. Il y en a 38 au total qui ont été établis par le docteur Bach. Ces élixirs floraux agissent sur les émotions. Donc, on va retrouver des fleurs de bac pour chaque émotion, que ce soit pour la peur, que ce soit pour la colère, que ce soit pour l'agressivité. On va retrouver des fleurs de bac pour toutes les émotions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire facilement des mélanges de ces élixirs floraux-là qui va correspondre aux individus canins et aux individus humains. Et il est important d'adapter un mélange en fonction de la problématique. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quel mélange parce que ça ne fonctionnera pas. C'est aussi important, comme pour le reste, si vous ne connaissez pas les fleurs de bac, c'est de faire appel à quelqu'un qui connaît les fleurs de bac et qui va pouvoir trouver un mélange qui va vous correspondre à vous, humains, et aussi aux chiens, tout simplement. Et donc, effectivement, chez nous, dans l'association, on a des spécialistes des fleurs de bac. On a comme outil aussi très important, aussi important que les fleurs de bac. Les fleurs de bac, c'est important. La communication animale, ça l'est tout autant. Qu'est-ce que c'est que la communication animale? La communication animale, elle se fait entre un interprète animalier et l'animal. Donc là, en fait, les photos que j'ai pu mettre, vous voyez la photo, alors j'ai pas trouvé la photo entre vraiment un chien et un humain, mais en tout cas, la photo qui est en bleu, vous voyez un chien et un chat. Ça explique bien
une communication qui est basée sur des énergies. Vous avez dans la tête du chien tout un système au niveau cérébral d'engrenage. Voilà, ça correspond. Là, en photo, on voit des petits engrenages. On le voit aussi chez le chien. Et on voit aussi des petites choses qui pourraient être considérées comme des petites étoiles. C'est ce qu'on appelle la communication animale, en fait. Ce sont des messages qui passent entre deux êtres vivants et qui peuvent passer et qui passent entre un humain et un animal, et quel que soit l'animal. Ça permet à l'interprète animalier d'expliquer certaines choses. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'arrivée d'une naissance, par exemple. Ça peut être bien, par exemple, pour préparer l'animal, le chien, par exemple, ou le chat, ou un autre animal, de lui expliquer ce qui va arriver, comment ça va se passer, que sa place ne va pas changer, qu'il sera toujours autant aimé. Donc ça, c'est important de pouvoir lui dire et de connaître ses besoins, par exemple. Donc là, voilà, j'ai mis aussi une petite photo où voilà, c'est un peu un check, mais je trouve que la photo avec le chien et le chat explique bien un peu comment ça fonctionne, la communication animale. Et en outil aussi, alors je ne vais pas revenir dessus parce qu'en fait, Valérie a bien expliqué au début ce que c'était que l'association comportementaliste pour tous, mais vous pouvez tout à fait faire appel à l'association, quel que soit le problème. Là, on parle de l'agressivité, mais il peut y avoir d'autres sujets. Dans cette association-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout un esprit d'équipe et chacun a des compétences dans des secteurs différents, par exemple les fleurs de bac, la communication animale. Donc en fait, on retrouve toutes les compétences et c'est ça qui est bien dans l'association. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est effectivement si vous êtes perdu par rapport à une situation, donc là, en l'occurrence, c'est l'agressivité, bien entendu, mais n'hésitez pas à faire appel à l'association comportementaliste pour tous. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre écoute.